Il est 8h. Jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Il est arrivé en doudoune sans manche, mais il est sur le pont. David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour, David, avec vous. La tempête Gabriel est en train de traverser la France, moins violente que prévu, ce qui n'empêche pas les difficultés. Nous serons en direct à Lille et en Seine-et-Marne avec une infirmière qui commence à tourner. Le feuilleton du Brexit, contrainte par son Parlement, Theresa May veut maintenant renégocier l'accord de sortie. Refus catégorique et immédiat des 27. Et enfin, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu aujourd'hui en salle? Info Europe 1. À la fin de ce journal, on peut déjà vous le dire, un 3e opus se prépare. 8h12, Vincent Hervouette, 130 djihadistes bientôt peut-être rapatriés de Syrie vers la France. 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Nice, très critique vis-à-vis de Laurent Wauquiez. À tout de suite. Europe 1. 15 départements sont toujours placés en vigilance orange, neige et verglas contre 43 au début de la tempête. Gabriel est plus clémente que prévu, mais il y a tout de même des problèmes de circulation, comme par exemple à Lille. Bonjour Lionel Gougelot. Oui, bonjour David. Alors effectivement, les Lillois et les habitants de la région ont découvert, comme la semaine dernière, d'ailleurs une belle couche de 10 cm de neige environ. Sur les grands axes routiers, les engins de salage et de déneigement sont intervenus toute la nuit pour dégager les routes, les autoroutes, mais aussi le boulevard périphérique de la métropole lilloise. Mais évidemment, vous l'imaginez, les conditions de circulation sont particulièrement délicates ce matin et on roule au ralenti un peu partout. En ville, ça patine également sur les trottoirs. Les agents de la ville de Lille sont à pied d'œuvre depuis tôt ce matin pour éviter les glissades. Là, on dégage la neige et après on fait un passage avec du sel. Parce qu'en dessous de la neige, il y a un peu de glace, donc ça glisse. Il l'avait annoncé, donc il n'y a pas de choix, on est debout depuis 4 heures. Comme je dis, en priorité, c'est les passerelles, les ponts et devant les écoles, les crèches, tout ça. Alors une confirmation ce matin, les autobus des lignes urbaines sont restés au dépôt à cause de la neige, bien évidemment. Circulation normale en revanche pour le métro et le tramway. À la SNCF, perturbation sur le réseau régional TER, des retards également sur les liaisons TGV Lille-Paris, vitesse réduite, temps de trajet rallongé de 20 minutes environ. Merci à vous Lionel Gougelot, vous étiez en direct de Lille pour Europe 1. Envoyez des photos Lionel, toujours pour les réseaux sociaux. Alors vous nous emmenez maintenant David en Seine-et-Marne avec quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour aller travailler. Il ne peut pas faire autrement. Absolument. Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour David. Alors vous êtes avec Natacha, infirmière à domicile, et vous avez commencé ensemble sa tournée tôt ce matin. Oui, depuis 7h ce matin, Natacha Moussard a pris la route. Cela fait 10 ans qu'elle soigne à domicile. Et avec les 10 cm de neige qui sont tombés cette nuit ici à Damary-les-Lys où je me trouve, il a fallu adapter la tournée. Ce matin, je fais une tournée de prise de sang. Mais quand il neige, ils savent que ils attendent. Ils sont comme tout le monde. On adapte la tournée, on fait au plus proche les uns des autres. On essaye de ne pas faire trop de trajets entre eux. Première patiente, Jacqueline, 79 ans, pas mécontente de voir arriver l'infirmière de si bonne heure. Bonjour Madame Paxé. Ah oui, d'habitude vous voulez qu'on vienne tôt le matin. Je me suis dit bon, comme j'ai commencé tôt, j'ai dit... Parce que moi je suis en chaise roulante autrement. J'ai du mal à marcher, j'ai mal dans les reins. Heureusement qu'elle est là de bonne heure. J'aime bien ma copine. Et après Jacqueline, Natacha doit voir encore 8 patients ce matin à bord de son 4x4. Pas de problème pour circuler. Il faut dire que les saleuses sont passées. C'est surtout sur les trottoirs que ça glisse un peu. Voilà, des saleuses. Merci Jean-Gabriel Bourgeois. Les saleuses, un 4x4 et tout va bien. Alors en Ile-de-France, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, mais le trafic est perturbé sur les Transiliens et les bus. La nationale 118 est toujours fermée. Les transports scolaires seront suspendus aujourd'hui dans les Hauts-de-France, en Bourgogne et dans les départements franciliens de Grande Couronne, l'Essonne, la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. Et dans le sud-ouest, en raison des vents violents hier, 20 000 foyers ont été privés d'électricité, mais les réparations sont en cours. Le chemin de croix de Theresa May continue, David. Oui, la voilà contrainte de plaider pour une renégociation de l'accord de Brexit, alors qu'elle disait il y a une semaine qu'il était le meilleur possible. La cause de ce revirement forcé, un amendement adopté hier soir par les députés sur la question irlandaise. Écoutez la déclaration de la première ministre britannique juste après le vote. Il y a 15 jours, la Chambre des communes a clairement rejeté l'accord de sortie. Ce soir, une majorité de députés ont montré qu'ils soutiendraient un accord à condition qu'un changement soit apporté au mécanisme pour éviter le retour d'une frontière entre les deux Irlandes. Du côté de l'Union européenne, autant dire qu'il y a un appétit limité pour un tel changement. Et la négociation ne sera pas facile. Mais contrairement au premier vote, il y a 15 jours, la Chambre des communes est maintenant claire sur ce dont elle a besoin pour adopter un accord de sortie.
un appétit limité. C'est un euphémisme. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour David. Vous êtes en direct de Bruxelles. En réalité, c'est plutôt un refus catégorique ? Exactement, et il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour le savoir. Les députés britanniques avaient à peine voté hier soir que la réaction du président du Conseil européen tombait déjà. Une longue réaction préparée et coordonnée avec les 27 capitales. Aucun suspense, aucune ouverture. C'est non, pas question de rouvrir le traité sur le divorce. Il reste le seul moyen d'organiser une sortie ordonnée du Royaume-Uni, dit Donald Tusk. Bref, c'est toujours la même ligne, celle que les 27 répètent en réalité sur tous les tons depuis des semaines. Et du coup, ça devient très hasardeux de faire des pronostics pour la suite. Les diplomates ont peur d'une sortie sans accord qui finirait par arriver par accident. Londres et Bruxelles ont l'air de jouer à ce que les Anglais appellent le Game of Chicken, le jeu du dégonflé. Chacun campe sur sa position alors que l'horloge tourne, en espérant que l'autre va craquer et céder à la dernière minute. C'est vraiment risqué. Merci à vous Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La suite du journal avec David Doucan, des chiffres de délinquance en hausse depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Oui, quand le chat n'est pas là, les souris dansent en quelque sorte. Les forces de l'ordre étant mobilisées chaque week-end et parfois même en semaine sur le maintien de l'ordre, les délinquants de droit commun en profitent. Exemple à Marseille avec notre correspondante Nathalie Chevance. Braquage, vol avec violence, cambriolage. La délinquance de voie publique a explosé de plus de 20% dans les Bouches-du-Rhône, au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Car lorsque les policiers sont mobilisés sur les manifestations, les délinquants en profitent, comme l'admet Bruno Bartosetti, secrétaire régional du syndicat Unité Police, SGPFO. On s'en donne à cœur joie puisque les policiers ne sont pas là pour nous interpeller. Concrètement, c'est moins de patrouilles, moins de policiers en civil et en tenue pour faire une surveillance normale. Puisqu'on n'est pas en période normale, on est mobilisé sur les Gilets jaunes. Par voie de conséquence, on ne peut pas se dédoubler, on ne peut pas occuper le terrain sur la délinquance du quotidien. Moins d'opérations de police dans les cités aussi. Les trafiquants se réapproprient le terrain, se barricadent même, comme le constate Djelel, éducateur de rue. Comment on peut voir qu'il n'y a plus de présence policière? En regardant tous les quartiers et en regardant les barricades. Là, vous verrez qu'il y a un délaissement parce que quand la présence policière est là, il n'y a pas de barricade. Donc j'entends ce qu'ils me disent au quotidien. Vu que cette présence-là n'est plus là, donc on est tenté de faire n'importe quoi. Des braquages, des vols de voitures. Du coup, pour eux, donc ça travaille plus et ça fait du chiffre, quoi. Des réseaux qui tournent à plein régime. Le dernier démantelé il y a quelques jours a permis la saisie de 70 000 € en liquide et lingots d'or. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Conséquence de la loi alimentation qui vise à garantir des revenus décents pour nos agriculteurs, des centaines d'articles parmi les plus consommés vont voir leur prix bondir à partir du 1er février. Nos confrères du Parisien dévoilent d'une liste de 24 références, augmentation de 6,3% en moyenne. Et puis l'INSEE l'a annoncé ce matin, la croissance française freine, seulement 1,5% en 2018. C'est beaucoup moins qu'en 2017 où elle avait atteint 2,3%. David, l'actualité internationale, apparemment ça bouge au Venezuela. Absolument. Ça vient de tomber. Oui, cela vient de tomber. Le président vénézuélien en exercice, Nicolás Maduro, vient de se dire favorable à des élections législatives anticipées pour mettre fin à la crise politique. Il dit cela dans un entretien à l'agence publique russe RIA Novosti. Dans le même temps, vous le savez, Juan Guaidó, l'opposant autoproclamé président par intérim, a appelé à des manifestations de l'opposition aujourd'hui dans le pays. Elles doivent donc se tenir. La contestation au Venezuela découle de la crise qui ronge le pays. Tous les secteurs sont touchés, même celui de l'éducation, comme en atteste ce reportage signé Pascal Ménaud. Dans leur uniforme bien repassé, Pedro et Sébastien embrassent leur mère une dernière fois, puis s'engouffrent dans l'école. Avant de repartir, Patricia jette quand même un œil dans la cour pour s'assurer que la maîtresse va bien récupérer ses deux fils. Depuis le début de l'année, 4 enseignants dans la classe de mon fils ont démissionné. Maintenant, ils ont un professeur principal qui leur donne cours 2 fois par semaine seulement, à cause des problèmes de transport. Et quand il n'y a pas de prof, ils sont laissés seuls dans la cour. En gros, l'éducation, c'est nous qui la faisons à la maison. Mais pour certains élèves, cette sécurité n'existe même plus, explique Carmen, la directrice. Depuis quelques mois, certains parents d'adolescents sont partis travailler à l'étranger. Ils envoient de l'argent à leurs enfants qui restent seuls ici dans la maison familiale. Ils pensent que leurs enfants peuvent se débrouiller, mais en fait, ils sont seuls. Ils n'ont plus de figure paternelle, plus d'autorité. Bien souvent, ce sont les voisins qui veillent de loin sur ces enfants, mais ils ne sont pas pour autant leurs tuteurs légaux. L'administration ferme alors les yeux pour éviter à ces mineurs d'être placés par les services sociaux. Caracas, Pascal Ménaud, Europe 1.
Et puis les Européens exigeaient des élections, donc c'est très intéressant. C'est Vincent Herouette qui nous le dit, puisqu'il vient d'arriver dans le studio avant la présentation de sa chronique. Ça bouge au Venezuela. L'Union européenne avait donné 8 jours à Maduro pour annoncer la tenue de nouvelles élections. Donc voilà, il met de l'eau dans son vin et il veut surtout rester en place et au pouvoir. On revient en France, on va parler cinéma avec ce film dont on parle, qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh bon Dieu? Carton apparemment, ça sent bon. Ça peut-être carton, voilà, on verra. Ça sent bon. C'est la suite en tout cas de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui avait fait 12 millions d'entrées il y a 5 ans. Les coulisses du tournage avec Mathieu Charrier. Et écoutez bien, Nikos, info exclusive à la fin du reportage. Tous les réalisateurs vous le diront, pour qu'une comédie soit réussie, il faut qu'il y ait du rire dès le tournage, que les comédiens s'amusent. Et ce fut le cas pour Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, à commencer par les parents, Chantal Lobby et Christian Clavier, qui a renfilé son costume, même si... J'ai grossi. Ça te va bien, moi je trouve. Oui, d'accord, mais quand même j'ai pris. Christian Clavier heureux de retrouver sa famille. Oh oui, mais pas la famille à l'américaine qui est insupportable. I love you, you too, I love you dad, que je peux plus supporter. On pèterait le poste tellement c'est con. Ouais. Je trouve que le film est bien français dans ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est l'histoire de ces 4 filles, Verneuil et leur mari, qui ont cette fois décidé de quitter la France. Clavier et Lobby vont tout faire pour les retenir. Quant aux gendres, ils aiment raconter leur complicité, notamment lors du tournage à Chinon. Frédéric Chaud. J'affectionne particulièrement Chinon. J'ai comme habitude de prendre toujours des petites bouteilles là-bas. Après, je fais des copies, je les envoie en Chine, effectivement. Le réalisateur Philippe de Chauvron n'hésitait d'ailleurs pas à laisser les comédiens improviser. Et il annonce dès ce matin sur Europe 1 qu'il y aura un bon Dieu numéro 3. Il a l'envie de repartir parce que ces personnages sont en plus très nombreux, donc il faut créer des milliers d'histoires en fait. Quant à cette suite, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Le succès est déjà garanti. Une grande avant-première a eu lieu dans toute la France. En un soir, 150 000 personnes se sont déplacées. Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. Je précise qu'il s'agit d'un film Europe 1. Vous avez entendu l'info, Nikos? Oui, évidemment. Un bon Dieu numéro 3. En tout cas, le réalisateur Philippe de Chauvron en a envie.